c'est chaud, ça bouge encore une fois, on en a parlé il y a 2 jours. Je crois qu'il est essentiel qu'on essaie de décortiquer un tout petit peu ce qui se passe. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de faire ça? Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait, merci. Nous sommes encore une fois en Russie et c'est chaud cette fois-ci. Monsieur l'ambassadeur, le président Poutine est-il vraiment sérieux au sujet de la paix en Ukraine? Absolument. Je n'ai aucun doute que nous pouvons parvenir à la paix, mais cette paix doit être soigneusement préparée. Nous n'instaurons pas de cessez-le-feu, car un cessez-le-feu n'apportera rien. Nous avons besoin d'un accord global qui résoudra les problèmes une bonne fois pour toutes. Les problèmes de sécurité en Europe, les garanties de sécurité. Pour l'Ukraine, pour la Russie, absolument, pour tout le monde là-bas. Pour cela, nous avons besoin d'une bonne préparation, de réunions, peut-être de nombreuses réunions. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas qu'il y ait un plan ni en Ukraine, ni chez les alliés européens ici ou à Londres. Qu'ils aient un plan préparé, comme à Gaza par exemple, où il y avait un plan préparé d'environ 20 points avant une réunion au sommet. Mais là, c'était un cessez-le-feu, et souvent il faut d'abord un cessez-le-feu, et ensuite discuter des questions de fond. Pourquoi la Russie ne veut-elle pas faire cela? C'est très simple. Nous avons une longue histoire de négociations avec l'Ukraine. Et nous savons qu'un simple cessez-le-feu n'apportera rien, car l'Ukraine sera très obstinée, soutenue par les Alliés, à ne pas poursuivre les négociations. Et nous avons déjà connu une telle situation en avril 2022, lorsque nous avons décidé d'un cessez-le-feu. Nous avons même retiré notre contingent, qui n'était pas loin de Kiev, juste en signe de bonne volonté, et puis rien. Le Premier ministre Boris Johnson est venu et a déclaré « L'Ukraine doit se battre, continuer le combat, pas de paix avec les Russes ». Quel compromis le président Poutine a-t-il proposé pour obtenir la paix? Eh bien, si l'on parle d'encourage et de la rencontre avec les Américains, il y avait un plan. Pour autant que nous comprenions et pour autant que les faits soient connus, M. Vitov, qui, vous le savez bien sûr, a initialement amené à Moscou un plan, un certain nombre de principes, je dirais, pour un futur règlement. Sur cette base, un encouragement a été organisé, une rencontre là-bas. C'était une répétition des principes. Le président Poutine s'est rendu là-bas et tous ces principes y ont été répétés. Est-ce que nous comprenons? Oui, nous comprenons. Non, c'était acceptable. Mais plus tard, malheureusement, tout cela a été rejeté par les Ukrainiens et, d'après ce que nous comprenons, par les dirigeants européens qui se sont rendus à Washington. Mais chaque fois que nous entendons le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, parler des exigences de la Russie, de la position actuelle de la Russie, c'est exactement la même qu'au début de la guerre. Plus ou moins, je dirais, nous ne changeons pas notre position parce que nous sommes... C'est pourquoi je demande, quel compromis? Votre question est pertinente si l'on comprend les racines profondes de la guerre. Je dirais que les Américains, pour la première fois dans cette histoire, en ont une compréhension. Ils s'y intéressent et nous expliquons pourquoi tout cela s'est produit. C'est très différent de Londres. Ici, le gouvernement ne veut pas comprendre pourquoi tout cela est arrivé. Ils ne veulent pas connaître l'histoire. Ils voient tout en noir et blanc. Depuis le tout début, le Royaume-Uni a proclamé qu'il était le principal allié de l'Ukraine. La Russie est mauvaise, l'Ukraine est bonne, et c'est sur cette base qu'ils continuent d'agir. J'essaie toujours, souvent, de comprendre où vous proposez des compromis, si votre position actuelle est exactement la même qu'au début de la guerre. Alors pourquoi devrions-nous proposer des compromis? Parce que c'est ainsi que la paix se fait. Pour le moment, je ne vois pas pourquoi nous devrions accepter. Les forces tirent. Je comprends. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une certaine dynamique sur le champ de bataille. La dynamique montre que nous sommes à l'offensive. Depuis janvier, nous avons repris environ 5000 km² de territoire et 220 localités, villages, petites villes et tout cela. C'est difficile, mais nous poursuivons nos avancées. Alors, la position russe, c'est « nous allons gagner cela ». Pourquoi devrions-nous le faire? Oui, nous sommes en train de gagner. Oui, nous sommes clairement en train de gagner. L'Ukraine perd clairement du terrain et de plus en plus rapidement. Parce que l'avancée est maintenant, la dynamique devient de plus en plus rapide. Malheureusement, les médias de masse, ici en Grande-Bretagne, ne le voient pas. Il y a actuellement un grand encerclement autour de Pokrovsk et aussi autour d'autres villes et localités. Et nous anticipons que dans les semaines à venir, il sera encore plus difficile pour les troupes ukrainiennes de tenir leur position et de ne pas battre en retraite.
La majorité de vos attaques semblent avoir visé des installations énergétiques, en tout cas vos attaques aériennes. La stratégie de la Russie cet hiver est-elle d'essayer de soumettre la population civile ukrainienne en la faisant geler? Eh bien, ces attaques, elles visent ces installations qui sont liées aux militaires, à l'industrie de la défense, Pour les unités déployées en première ligne, nous ne pouvons pas éviter cela. Nous aurions pu le faire bien plus tôt, mais nous essayons en fait de récupérer les économies de l'hiver dernier, de l'hiver d'avant et de tout le reste. Mais nous pensions qu'il y aurait une raison du côté de Kiev, qu'ils arrêteraient cette guerre, qu'ils cesseraient les combats militaires, et ils ne le font pas. Nous avons donc maintenant pris une force plus spectaculaire, des mesures plus sérieuses, je dirais. Donc, Vous essayez de les forcer à se soumettre par le froid cet hiver? non, nous essayons d'arrêter un mouvement militaire du côté de l'Ukraine. Ce n'est pas dirigé contre la population, mais malheureusement, ils souffrent. Oui, eux aussi. Craignez-vous que le président Trump perde confiance dans le désir de paix du président Poutine? Il est extrêmement difficile de savoir ce que pense le président Trump à chaque instant, car il change de position très rapidement. Mais d'après nos premiers échanges avec le président Trump, son équipe, ses collaborateurs et tout cela, nous avons trouvé un bon interlocuteur, une personnalité très sérieuse qui souhaite vraiment comprendre notre politique, nos points de vue, comme je l'ai dit, les racines profondes du conflit et tout ce qui s'y rapporte. Donc je ne peux pas croire qu'il est perdu. À ce stade, tout a déjà été discuté auparavant. Mais les États-Unis, les services de renseignement informent le Congrès, nous le savons, que le désir de paix de la Russie n'existe pas. Et d'après ce que vous dites, cela semble être le cas. Eh bien, les États-Unis, les services de renseignement ont plusieurs têtes. Parfois, ces têtes disent des choses différentes, donc il y a différents porte-paroles à ce sujet. Eh bien, je vous ai expliqué cela et vous comprenez que nous avons désigné certains objectifs dans cette campagne et nous allons atteindre ces objectifs. Avant, nous le ferons, peut-être avant ou au moment de... Cela n'exclut pas la possibilité de négociation. Il y a deux façons de procéder. Pendant la guerre du Vietnam, par exemple, les négociations se déroulaient en parallèle des actions militaires et elles ont apporté la paix. Nous comprenons parfaitement que nous ne pouvons pas nous arrêter pour le moment et passer directement aux négociations, car ce serait un échec des négociations. Nous devons donc poursuivre les actions sur le terrain, mais nous sommes prêts à aller plus loin dans les négociations. Nous attendons maintenant la réponse des Américains. Ont-ils retiré les idées et principes proposés par Witkow ou y tiennent-ils toujours? À quel point ces nouvelles sanctions contre vos compagnies pétrolières sont-elles douloureuses? Je ne sais pas. Même le président Trump, à qui nous avons envoyé un message, a dit que les résultats se verront dans un demi-an. Pour l'instant, il y a vraiment différentes estimations, différents calculs. Pour le moment, les choses suivent leur cours. À quel point êtes-vous inquiet que ces sanctions, et peut-être de nouvelles sanctions, puissent commencer à avoir un réel impact sur votre économie? Mon ami, nous avons déjà 40 000 sanctions différentes appliquées à la Russie. 40 000, imaginez, 4 000. Et alors, nous n'avons pas changé de position, nous continuons. La Russie vient de tester une nouvelle torpille nucléaire. Cela a conduit le président Trump à annoncer qu'il allait lui aussi reprendre les essais nucléaires. Êtes-vous en train de mener le monde vers un endroit très dangereux en ce moment? Oui, j'ai lu ce matin ce que le président Trump a déclaré hier à propos des essais nucléaires. Nous avons un traité interdisant les essais nucléaires datant de 1996. Malheureusement, il n'est pas entré en vigueur parce que les États-Unis ne l'ont pas ratifié, si je me souviens bien. Pourtant, nous l'avons ratifié. Les États-Unis n'ont pas effectué d'essais nucléaires depuis 30 ans et ce serait une étape très grave qui aggraverait bien sûr la situation, qui l'escaladerait et qui donnerait l'exemple à d'autres pour reprendre les essais nucléaires. Et ils sont nombreux, je dirais. Il n'est toujours pas clair de quel type il s'agira, ni si cela aura lieu. Peut-être des essais sur les vecteurs ou alors des essais réalisés par ordinateur ou des essais souterrains. Donc il y a une variété. Nous devons donc comprendre ce qu'il veut dire. Mais la plupart des récentes menaces nucléaires viennent de Moscou, de l'ancien président Medvedev et en effet du président Poutine. Je n'appellerai pas cela des menaces nucléaires, comme vous l'avez dit, mais nous possédons un.
Maintenant, il y a un ajout très sérieux. Nous avons averti le monde et tous les autres que nous avions commencé à travailler là-dessus il y a de nombreuses années. Nous l'avons annoncé initialement en 2018, si je ne me trompe pas. Et maintenant, cela s'est concrétisé. C'est assurément une nouvelle génération d'armes stratégiques. Cela va changer la compréhension générale de la guerre, défense et attaque. De ce côté-là, j'ai participé à des négociations dans ce domaine, donc je sais de quoi je parle. Mais en même temps, c'est notre réponse à l'abolition de la pierre angulaire des armes stratégiques, le traité ABM, dont les Américains, malheureusement, se sont retirés il y a quelques années. On dirait vraiment que le monde se dirige vers une situation très dangereuse. Eh bien, nous avons proposé aux Américains de prolonger nos limitations et obligations dans le domaine stratégique pour une année supplémentaire. Jusqu'à présent, nous avons entendu quelques signaux positifs, y compris de la part du président Trump, mais nous n'avons pas eu de réponse définitive quant à savoir s'ils sont prêts à le faire ou non. Tout le monde autour, les experts et les personnes sérieuses le disent. Nous devons prolonger nos obligations dans ce domaine, puis entamer de nouvelles négociations. C'est une possibilité. Puis-je vous demander, enfin, ce que vous pensez de la rencontre entre le président Trump et le président Xi de Chine? La Chine a été un allié important de la Russie au cours des 3 dernières années de guerre. Je suis d'accord. Craignez-vous un rapprochement entre Washington et Pékin qui pourrait avoir un impact sur Moscou? Non, je ne le pense pas. La Chine est notre partenaire stratégique très sérieux. Au cours de cette année, nous avons développé une très bonne amitié et nous faisons front commun avec la Chine sur de nombreux sujets. Dans certains domaines, nous avons des divergences, c'est certain. Dans de très nombreux domaines, nous sommes d'accord. Mais dans le climat général mondial, s'il y a un rapprochement entre les États-Unis et la Chine, cela ne nous dérange pas. Bien sûr, c'est Seulement, pour le mieux. vous pensez que la Chine vous soutiendra toujours concernant la guerre en Ukraine? Tôt ou tard, la guerre prendra fin, bien sûr, mais notre rapprochement russo-chinois dure pour l'instant et pour de nombreuses années. Rien de ce que le président Trump pourrait faire ne pourrait changer cela. Je ne le pense pas. Merci beaucoup. Avant de partir, laissez votre commentaire évidemment, c'est très important. On vous connaît très intelligent. S'il y a une partie qu'on a oublié de citer, peut-être des angles différents que vous avez, faites-nous savoir, nous sommes très intéressés. God bless.